Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes toujours partant pour continuer le tour de nos belles régions françaises. Écoutez, maintenant que Jean-Pierre Pernaut a pris sa retraite, il faut des gens pour parler des régions et du terroir et c'est ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de n'importe quel terroir puisqu'on part en Auvergne, une très belle région célébrissime pour ses paysages naturels sauvages et époustouflants, pour sa gastronomie qui n'est pas avare en calories, soyons honnêtes. Mais l'Auvergne, ce n'est pas que de la bonne boustifaille et deux, trois beaux panoramas, c'est aussi une très riche histoire. Et nos trois badass du jour ont contribué à cette histoire. Et écoutez, j'espère que vous allez les apprécier. En tout cas, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Bon, alors on commence avec ma préférée. Alors je les aime toutes les trois, mais celle-ci se distingue vraiment des autres. Il n'y a pas de mots assez forts, assez poignants pour qualifier Marie Marvin. Marie naît à Aurillac, dans le Cantal, et malheureusement, elle doit son parcours exceptionnel à des drames. Deux de ses frères vont mourir en bas âge et le troisième a une santé très fragile. Si bien que son père, qui est un grand passionné de sport et veut transmettre sa passion aux enfants, n'a d'autre choix que de s'occuper de sa fille. Donc il va lui apprendre l'équitation, normal. La natation, normal. Le cyclisme, toujours normal. Le tir, un peu plus original déjà. Le kayak, ok. La gymnastique, dis donc. Et enfin les arts du cirque, entre autres. Là, ça fait beaucoup, mais c'est pas fini. En 1899, Marie passe son permis de conduire. Elle est une des premières femmes conductrices en France. Et vous allez voir que Marie, elle ne fait pas que du sport pour le plaisir. Non, non, c'est une athlète. Elle va aligner les compétitions, donc des compétitions de sport d'hiver. Elle va gagner des médailles en patinage, en ski et même en bobsleigh. Marie aime aussi beaucoup le cyclisme, donc elle va essayer de participer à un Tour de France. Donc on va refuser sa candidature parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire le Tour de France. Eh bien tant pis, elle va quand même s'élancer. En fait, elle va s'élancer juste après le peloton et elle va finir le Tour de France alors qu'un tiers des coureurs hommes avaient abandonné. Et surtout, ne faites pas l'erreur de croire que Marie, c'est juste des gros muscles. C'est aussi une tête bien faite, polyglotte, elle parle 5 langues, elle va faire des études de médecine et devenir infirmière à la Croix-Rouge. Mais la grande passion de Marie, en plus du sport, c'est l'aviation. Donc en 1907, elle obtient son brevet de pilote de ballon et en 1910, elle devient pilote d'avion. Donc elle est la 3e femme au monde à obtenir son brevet de pilotage. Bon, éclat de la Première Guerre mondiale, et là Marie, comme beaucoup de femmes, va rester à attendre la fin du conflit chez elle. Non, je déconne. Bien sûr que Marie ne va pas rester chez elle. Marie, elle va prendre la place en fait d'un pilote blessé et c'est simple, rejoindre l'aviation de guerre. Bon, elle va être démasquée et on va gentiment lui demander de renoncer à ses avions. Donc elle va devenir infirmière de guerre pendant 2 ans, mais elle veut plus, Marie. Elle veut aller retourner sur le champ de bataille. Donc du coup, c'est simple, elle va se déguiser en homme et elle va se rejoindre un groupe de chasseurs à pied. Au bout de quelques mois, elle va de nouveau être démasquée et là, le général Foch va entendre parler d'elle et exceptionnellement l'autoriser à rester au front, mais non pas comme soldat, mais comme correspondante de guerre. Alors bien sûr, c'est Marie, elle va vraiment au pied des obus, j'ai envie de dire. Et elle va pas se calmer par la suite. Dans l'entre-deux-guerres, elle va en fait vouloir développer l'aviation sanitaire. Donc elle va donner beaucoup de conférences sur le sujet un peu partout dans le monde. Elle va créer des prototypes d'avions sanitaires. Et quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, elle va devenir infirmière à bord d'un avion hôpital. Et comme c'est une sourdouée Marie, mais ça vous l'avez compris, même en médecine, elle va créer un nouveau type de suture chirurgicale. Non, franchement, Marie, elle est partout. Donc elle va recevoir plusieurs récompenses, elle va même obtenir la Légion d'honneur, sauf que ce n'est pas les médailles qui remplissent un frigo, et elle va passer la fin de sa vie dans le dénouement. Mais bon, elle ne va rien perdre de son peps et de sa réactivité. En 1961, alors que c'est une mamie, elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère. Et à 86 ans, elle trouve rien de mieux à faire que de faire Nancy-Paris à vélo. Donc elle pédale une dizaine d'heures par jour. Donc vraiment, c'est un bel exemple. C'est vraiment l'exemple qu'il ne faut jamais abandonner ses passions, toujours avoir des buts, toujours se fixer des challenges. Même à un âge avancé. On me demande très souvent, ça je le dis pour les jeunes,
Qu'est-ce que vous faites pour rester en si bonne forme? Fumer le moins possible. Pas d'apéritif, manger peu souvent et jamais de bœuf bouilli. Oh, ça c'est le microbe pour les vieux. Pour cette deuxième histoire, on fait un saut dans le temps, on va au XVIIIe siècle, donc à Clermont-Ferrand, la capitale de l'Auvergne, où naît en 1712 notre héroïne Angélique du Coudray. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse d'Angélique, si ce n'est qu'elle est assez courageuse pour, en tant que jeune fille, monter à Paris pour apprendre le métier de sage-femme. Donc Angélique, en fait, va vraiment être une très bonne sage-femme. D'ailleurs, elle va se faire une très très bonne clientèle à Paris. On raconte même qu'elle aurait sauvé la vie du jeune marquis de Lafayette, qui n'était encore qu'un bébé et qui a eu une naissance très difficile. Et sans vraiment l'expertise d'Angélique, il serait mort à la naissance. Et donc Angélique aurait très bien pu rester, faire sa petite vie confortable à Paris, sauf qu'en fait elle avait de l'ambition, pas forcément de l'ambition pour elle, mais pour sa profession. Elle avait développé une vraie expertise et elle voulait en faire profiter les autres. Donc en 1754, elle retourne en Auvergne où elle va donner des cours à des jeunes filles qui désirent devenir sage-femme. Sauf que voilà, le problème c'est que beaucoup de ces jeunes filles étaient analphabètes, ça manquait de savoir pratique et donc Angélique va inventer et créer de ses propres mains un mannequin qui va représenter une femme enceinte, et ça va faire fureur. Je veux dire, ces cours vont devenir vraiment très très populaires, tant et si bien que le roi va lui donner un brevet en fait et la missionner, lui donner l'autorisation de donner des cours et d'exercer sa profession partout en France. Donc Angélique va battre la campagne. Ça va mécontenter, hein, parce que beaucoup de médecins ou d'intellectuels locaux vont vraiment la regarder avec mépris. Elle va avoir tant un mépris de classe que de genre. Ils vont très mal voir cette parvenue arriver dans leur coin de campagne pour leur piquer la clientèle, remettre en question en fait leur savoir et leurs habitudes. Et elle va parvenir en une trentaine d'années à former pas moins de 5000 sages-femmes. La fin de vie va être un petit peu difficile parce que elle va utiliser tout l'argent qu'elle avait gagné dans sa carrière pour justement ses écoles, pour ses élèves. Et elle avait tellement consacré sa vie en fait à la médecine et à l'enseignement qu'elle-même n'avait pas fondé de famille, ne s'était jamais mariée. Donc heureusement, sa nièce l'a beaucoup soutenue et l'a hébergée chez elle. Mais malheureusement, elle mourut dans une certaine solitude. Mais au moins, je me dis que même si sa fin de vie fait un petit peu difficile, au moins elle avait eu la satisfaction de se dire que elle a sauvé indirectement la vie de centaines de milliers de personnes, des mères mais aussi des enfants, grâce à la qualité des enseignements qu'elle a prodigués à des générations de sages-femmes. Donc je pense que ça a été un gros réconfort quand même. Alors pour ce troisième portrait, je vais un petit peu tricher puisque je ne vais pas parler d'une Auvergnate de naissance, mais d'une Auvergnate de cœur, puisqu'on va parler d'Anne de France, alias Anne de Beaujeu. Alors, Anne est la fille du roi Louis XI, probablement le roi de France le plus intelligent, je pense, mais aussi le plus paranoïaque. Et non content d'être un gros roublard, Louis est également un gros misogyne. Mais il respectait sa fille à tel point qu'il la qualifiait de femme la moins sotte du royaume. De la bouche de Louis, c'était un très très grand compliment. Et se sentant partir, c'est elle qui va nommer régente, donc avec son mari Pierre de Beaujeu, mais c'était Anne, le cerveau du couple, pendant la minorité du prince Charles VIII. Et il va faire un bon choix, puisque Anne a hérité de l'intelligence de son père. Donc elle va mater une rébellion des nobles appelée la guerre folle, elle va finir de mettre au pas la Bretagne. Là, mon cœur de Bretonne souffre, mais il faut admettre qu'elle a quand même bien géré son affaire. Elle va manigancer le mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII. Elle va aussi s'impliquer dans la guerre des Deux Roses en Angleterre et soutenir Henri Tudor. Non, elle va vraiment faire du bon boulot, tellement d'ailleurs que Charles VIII va lui confier la régence du royaume une seconde fois quand celui-ci partira faire sa campagne d'Italie. Donc malheureusement, elle aussi, la fin de sa vie va être un petit peu triste parce qu'en fait, elle va être choquée, vraiment traumatisée par la mort accidentelle de Charles VIII, son frère. Petit rappel, il est mort en se cognant au linteau d'une porte, donc mort peu glorieuse. Elle va aussi beaucoup souffrir de la répudiation de sa sœur par le futur roi Louis XII. Donc fatiguée, elle va aller se retirer sur ses terres dans l'Allier, parce qu'en fait elle était duchesse de Bourbon, et donc son duché représentait plus ou moins l'Allier actuel. Donc elle va s'établir à Moulins, puis à Chantelle, où elle va vraiment se créer une cour très très fastueuse. Elle va attirer beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes dans l'Allier. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre dans cette liste, parce que si elle est née ailleurs, c'est vraiment l'Auvergne
qu'elle affectionnait et qui était dans son cœur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces portraits. Alors Anne de Beaujeu était un peu plus célèbre, c'est sûr, que les deux autres, mais j'espère quand même que ça vous a plu en fait d'entendre son histoire. Et moi je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles badass. Et salut! Dans la vallée d'Ithaca Espinasse, on va chanter l'Oriacoise.